Elias n'était pas un héros. Il ne croyait plus à ces histoires qu'on racontait aux jeunes pour les endormir, celles où le bien triomphe toujours, où les justes sont sauvés et les méchants punis. Dans sa vie, il avait vu l'inverse trop souvent. Il avait marché sur des champs de bataille recouverts de corps oubliés, il avait vu des femmes pleurer leurs enfants dans des langues qu'il ne comprenait pas, et il avait obéi à des ordres qu'il portait encore sur ses épaules comme des poids invisibles. Alors non, Elias n'était pas un sauveur. Mais il savait reconnaître une injustice quand il en voyait une. Et ce qu'on préparait pour cette femme apache, c'était un meurtre, rien de moins. Pas un procès, pas une punition. Juste un meurtre collectif sous couvert de loi. Alors il sella son cheval, emporta sa carabine et une gourde, et prit le chemin vers le village. Il n'avait pas de plan. Juste une certitude, il ne pouvait pas laisser faire ça. Le soleil commençait à baisser quand il arriva à Derigrecolo. Les rues étaient calmes, mais l'électricité malsaine dans l'air ne trompait pas. Tout le monde savait ce qui allait se passer le lendemain matin. Devant la taverne, quelques hommes jouaient aux cartes, une bouteille de whisky entre eux. En passant devant, Elias entendit une voix dire en riant, « Elle criera peut-être. » Ce serait amusant. Il s'arrêta une demi-seconde, puis reprit sa marche. Il savait que s'il laissait la colère le guider maintenant, il finirait par tirer dans le tas et tout gâcher. Il avait une chance. Une seule. Et il comptait bien la saisir. Il longea les ruelles jusqu'au petit poste de garde. 2 hommes armés étaient postés devant. L'un mangeait des graines de tournesol, l'autre dormait à moitié. Elias les observa depuis l'ombre. La prison n'était pas grande. Une seule cellule. Une clé. Une porte. Il connaissait ce genre d'endroit. Il savait que la plupart des hommes qui y travaillaient se croyaient invincibles parce qu'ils portaient une étoile. Il sourit intérieurement. Cette étoile n'arrêterait pas les balles, si cela devait en arriver là. Mais il espérait que non. À l'intérieur de la cellule, Nita était assise en tailleur, immobile. Ses poignets portaient les marques des chaînes, mais son visage ne trahissait rien. Ni peur, ni colère, ni supplication. Elle fixait un point invisible sur le mur, comme si elle parlait aux esprits anciens, à ses ancêtres, à cette force invisible qui coule dans le sang des peuples qu'on a essayé d'effacer. Elle n'avait pas pleuré. Pas une seule larme. Elle savait qu'il ne la laisserait pas partir. Elle savait que ce monde, bâti sur le mensonge et la terre volée, ne lui laisserait aucune chance. Pourtant, elle ne se plaignait pas. Elle était apache. Et mourir avec dignité valait mieux que vivre dans la soumission. Pourtant, au fond d'elle, une petite flamme refusait de s'éteindre. Elle ne comprenait pas pourquoi. C'était peut-être stupide. Peut-être qu'elle espérait encore. Peut-être qu'elle attendait un signe, un bruit, un miracle. Quelque chose. Quelqu'un. Le miracle arriva avec la nuit. Juste après que le garde eut refermé la porte de la prison et s'était éloigné, Elias glissa une main dans sa veste, en sortit une fine tige de métal et crocheta la serrure arrière qu'il connaissait depuis l'époque où, jeune homme, il avait aidé à construire ce maudit bâtiment. La porte céda dans un petit clic étouffé. Il entra sans bruit, une lampe tempête à la main, et avança jusqu'à la cellule. Nita le regarda sans un mot. Ses yeux sombres ne le craignaient pas. Il le jaugeait, le scrutait, cherchant à comprendre s'il venait finir le travail ou la libérer. « Je ne suis pas ici pour vous faire du mal », murmura Elias. « Mais si vous voulez sortir d'ici vivante, va falloir me faire confiance. » Elle ne répondit rien, mais se leva lentement. C'était tout ce qu'il avait besoin de savoir. Il sortit la clé volée dans le bureau du shérif, ouvrit la cellule, et l'emmena dans la nuit, loin des regards. Ils chevauchèrent toute la nuit. Nita tenait à peine en selle. Elle ne parlait toujours pas, mais ses mains s'accrochaient fermement à Elias, comme si elle savait que ce fil-là, ce seul fil, la rattachait encore à la vie. Le vent hurlait à travers les canyons, et les sabots des chevaux résonnaient contre les rochers rouges. Elias connaissait un vieux refuge, une cabane abandonnée au pied des montagnes. Un endroit que peu de gens connaissaient, et encore moins ceux qui portaient une étoile. Quand ils y arrivèrent, juste avant l'aube, il l'aida à descendre et alluma un feu. Il ne posa pas de questions. Elle non plus.
Pendant un long moment, ils restèrent là, silencieux, à écouter les flammes crépiter et le vent souffler. Et dans ce silence, quelque chose d'essentiel commença à se tisser entre eux. Ni des mots, ni des promesses. Juste la certitude que ce lien, né dans la fuite, serait bien plus fort que ce que le monde pourrait comprendre. Le feu projetait sur les murs de la cabane des ombres dansantes, comme si des esprits invisibles les entouraient en silence. Elias regardait Nita à travers les flammes. Elle n'était plus simplement la femme apache dont on parlait en ville. Elle était là, en chair et en os, avec son regard dur comme la pierre et une dignité qu'aucune prison n'avait pu briser. Elle n'avait toujours pas parlé. Elle se tenait droite, le visage tourné vers le feu, les bras croisés sur ses genoux. Mais Elias sentait qu'elle n'était pas fermée. C'était autre chose. Elle observait. Elle jaugeait. Elle pesait chaque détail, comme une louve blessée cherchant à comprendre si elle pouvait poser sa tête, ne serait-ce qu'un instant. Il ne chercha pas à la forcer. Il savait ce que c'était que de vivre en alerte, toujours prêt à fuir ou frapper. Alors il resta silencieux, se contentant d'ajouter du bois dans le foyer, comme pour lui dire « Tu peux rester ». Ce n'est qu'au deuxième jour qu'elle parla enfin. Sa voix était rauque, un peu hésitante, mais chaque mot qu'elle prononçait était chargé d'un poids que peu de gens connaissaient. « Pourquoi » demanda-t-elle simplement. Elias leva les yeux, surpris. Il avait cru qu'elle ne lui parlerait jamais. Il mit un moment avant de répondre. « Parce que j'en ai assez de regarder des innocents mourir sous prétexte qu'ils ne sont pas comme les autres. » Elle le fixa longuement, comme si elle cherchait à percer sa vérité. Puis elle hocha lentement la tête, sans rien ajouter. Ce soir-là, elle mangea un peu plus. Ses gestes étaient moins tendus, moins crispés. Elle dormait encore d'un œil, mais elle s'était allongée près du feu, et non contre la porte, prête à fuir. C'était un progrès. Elias, lui, ne dormit presque pas. Pas par peur. Mais parce qu'en la regardant, il comprenait peu à peu que ce qu'il avait fait allait bien au-delà d'un simple acte de justice. Il avait mis sa propre vie en jeu pour une inconnue. Et maintenant, il devait aller jusqu'au bout. Le troisième jour, les cavaliers arrivèrent. Il n'y eut pas de bruit, pas de cris, juste le sifflement lointain du vent, mêlé au martèlement discret de sabots sur la roche. Elias les sentit avant même de les voir. Il était dehors, coupant du bois, quand il vit une silhouette au sommet de la colline. Juste une. Puis deux. Puis 6. Il rentra calmement, referma la porte, et regarda Nita. Elle comprit tout de suite. Elle se leva sans un mot, attrapa le fusil qu'il lui avait laissé dans un coin, et s'approcha de la fenêtre. Elias ne lui demanda pas de se cacher. Il savait qu'elle ne le ferait pas. Elle n'était pas faite pour fuir éternellement. Il n'était pas non plus un homme qui pliait. Il ne l'avait pas trouvé pour le tuer. Ils étaient venus pour la reprendre. Et ils allaient devoir se battre s'ils voulaient la toucher. Elias vérifia son propre fusil, chargea calmement, puis alla se poster près de la porte. « Tu peux partir si tu veux » murmura-t-il à Nita. Elle répondit « Je suis fatigué de courir ». Quand les cavaliers arrivèrent devant la cabane, le shérif descendit le premier de son cheval. Il portait cette même expression satisfaite, comme un homme qui croit toujours avoir le dessus. « McGraw, on sait qu'elle est là » lança-t-il d'une voix forte. « Remets-la nous, et on n'en parlera plus. » Elias sortit lentement, le fusil en main, mais la crosse baissée. Il s'avança de quelques pas, planta ses bottes dans la terre, et répondit d'une voix posée, « Si vous voulez passer, faudra le faire sur mon corps. » Il n'y avait pas de menace dans sa voix. Pas d'éclat. Juste une vérité simple, calme, implacable. Derrière lui, Nita était apparue dans l'encadrement de la porte, l'arme levée, prête. Le shérif hésita. Il n'était pas un homme courageux. Et il savait que ce genre de confrontation pouvait tourner au bain de sang en un clin d'œil. Derrière lui, ces hommes regardaient sans bouger. Certains n'avaient pas envie de mourir pour une pendaison dont ils ne se souvenaient même pas la raison. La tension dura de longues secondes, peut-être une éternité. Puis le shérif cracha au sol et fit signe de la main. « On reviendra » grogna-t-il. Et il remonta à cheval. Les autres suivirent, sans un mot. Ils s'éloignèrent lentement,
comme des chiens qui n'avaient pas eu ce qu'ils voulaient. Élias resta là, fusil en main, jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière la colline. Puis il rentra, referma la porte, et s'adossa au mur. Nita le regardait, les yeux brillants d'une émotion contenue. Elle posa son arme, marcha jusqu'à lui, et sans un mot, posa sa main sur la sienne. Il la laissa faire. Ce contact, simple et silencieux, valait plus que tous les remerciements du monde. Dans ce geste, il y avait reconnaissance, respect, et quelque chose d'autre. Quelque chose qui n'avait pas encore de nom. Les jours suivants furent étrangement calmes. Les chevaux restaient silencieux, les arbres immobiles, même les corbeaux semblaient éviter la cabane. Élias et Nita s'étaient installés dans une routine simple, presque fragile. Ils ne parlaient pas beaucoup, mais leur silence n'était plus pesant. Il y avait une compréhension muette entre eux, une sorte de pacte invisible, né de ce qu'ils avaient traversé. Élias s'étonnait parfois de la paix qu'il ressentait en sa présence. Il avait toujours cru qu'il finirait sa vie seul, usé par les années et les souvenirs. Mais cette femme, arrivée dans sa vie comme une tempête silencieuse, avait bouleversé ses certitudes. Il la regardait parfois marcher entre les arbres, observer le ciel ou tracer des formes étranges sur le sol, peut-être des prières, ou des souvenirs, et il se demandait comment une femme qu'on avait voulu tuer pouvait encore marcher avec autant de dignité. Elle ne cherchait pas à guérir. Elle ne suppliait pas qu'on la comprenne. Elle vivait, simplement, avec tout ce que cela impliquait. Un matin, alors que le soleil s'élevait à peine, Élias se réveilla en sursaut. Il avait entendu un bruit dehors, un bruissement furtif, comme une respiration étrangère. Il prit son fusil et sortit en silence. Ce n'était pas un animal. Quelqu'un les observait. Il le sentait. Derrière un rocher, il repéra un éclat métallique, une montre, peut-être, ou un éclat de jumelles. Élias ne tira pas. Il retourna dans la cabane et réveilla Nita d'un mot. Elle ne paniqua pas. Elle se leva et, sans un mot, attacha ses cheveux, enfila ses bottes et prit son arme. Ensemble, ils sortirent de la cabane et s'enfoncèrent dans la forêt. Le danger était revenu, plus discret cette fois, plus sournois. Ce n'était plus une meute qu'ils affrontaient, mais des ombres, des yeux cachés. Élias savait ce que ça voulait dire, il n'avait pas renoncé. Le shérif voulait juste frapper autrement, en silence, dans le dos. Et il savait aussi qu'il allait devoir choisir. Fuir encore, ou frapper le premier. Élias ne supportait pas l'idée d'attendre qu'on vienne frapper à sa porte pour l'abattre comme un chien. Ce n'était pas dans sa nature. Il avait appris très tôt, dans les plaines du sud et les tranchées du nord, que celui qui attend est déjà à moitié mort. Alors il passa la journée à observer, à écouter les oiseaux qui s'envolaient trop vite, les branches qui craquaient trop souvent, les souffles retenus derrière les rochers. Il n'en parla pas tout de suite à Nita. Il savait qu'elle sentait les choses autant que lui, peut-être même mieux. Le soir venu, il s'assit devant le feu et lui tendit une carte froissée qu'il avait dessinée à main levée sur un vieux sac de farine. Là. C'est là qu'on les attendra. S'ils veulent nous prendre, ce ne sera pas ici. Nita l'observa un instant, puis hocha simplement la tête. Pas de peur dans ses yeux. Juste de la concentration. Elle s'approcha, ajouta 2 croix rouges sur la carte et murmura, « Ils viendront par le nord. Le sol est plus sec, plus facile pour les chevaux. Mais on peut les surprendre ici, au gué. » Élias la regarda avec un mélange d'admiration et de gravité. Il comprenait que cette femme, qu'on avait voulu pendre comme une voleuse, avait en elle l'instinct d'un chef de guerre. Ils passèrent la nuit à préparer leur défense. Pas une guerre frontale, ils n'étaient pas fous. Mais des pièges. Des chemins détournés. Des bottes de foin imbibées d'huile. Nita creusa même un petit trou à l'entrée d'un sentier, y planta des pieux aiguisés comme des lames. Élias savait qu'il ne pourrait pas les tuer tous. Ce n'était pas le but. Il voulait leur faire peur, leur montrer qu'ils ne tomberaient pas sans se battre. Que s'ils voulaient du sang, il coulerait peut-être, mais il leur coûterait cher. Très cher.